Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais faire la vidéo sur le unboxing de Cocopelli, puisque j'ai reçu le colis avec plein de graines. Mais d'abord je suis tombé sur une actu hier qui m'a fait rigoler en fait. Donc c'est un article de La Relève et la Peste.fr. Un article titré « Le Conseil constitutionnel annule l'autorisation de vente de semences paysannes ». Le jour où je reçois mon colis, c'est drôle. Alors le problème c'est que les journalistes de tous les médias, en fait, ils ont tendance à mettre des articles, enfin des titres très accrocheurs, alors que en fait quand on lit l'article finalement on se rend compte que le titre est accrocheur et qu'il ne faut pas trop se fier au titre en fait. Donc là on nous dit le Conseil constitutionnel a finalement décidé de censurer 23 des 98 articles de la loi Egalim, soit plus d'un quart du texte de loi. Alors là je vais vous lire l'article quand même, mais pour ceux qui veulent vérifier, je vous le mettrai en lien dans la description de la vidéo. La victoire fut éphémère pour les défenseurs de la biodiversité. Alors que la loi Egalim avait autorisé la vente de semences libres ou paysannes, le Conseil constitutionnel a purement et simplement annulé cette autorisation avec d'autres articles de la loi au prétexte qu'ils sont anticonstitutionnels. Un véritable déni de démocratie. Oui, alors il faut savoir que le Conseil constitutionnel, je ne sais plus si c'est lui qui décide de poser des 49.3, mais le Conseil constitutionnel, en fait, a un pouvoir digne d'un tyran, en fait. C'est-à-dire que, comme pour les spectacles de Dieudonné qui avaient été censurés, je crois que c'était à Nantes, le Conseil constitutionnel, il décide, ça on interdit, et c'est interdit, en fait. Sans demander aux députés, sans demander à l'Assemblée, sans faire de référendum, que dalle, on ne demande pas votre avis. On vous impose des choses, voilà. Donc voilà, c'est pas la loi en entier qui est supprimée, mais c'est un quart du texte de loi. Alors coup dur pour la démocratie et la préservation de notre patrimoine alimentaire, le 2 octobre dernier, de nombreuses organisations paysannes et défendant l'environnement s'étaient réjouies de la victoire apportée par l'article 78 de la loi Egalim, entre parenthèses pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, qui autorisait la vente de semences anciennes. Jusqu'ici réservée aux grands groupes semenciers tels Monsanto, DuPont et Dow Chemical, la vente aurait ainsi été permise à des associations comme Cocopelli ou le réseau Semences Paysannes. Second, je le connais pas. Je vais voir vite fait. Voilà, donc a priori ils vendent des graines aussi, voilà. Malheureusement, le 25 octobre donc 2018, donc il y a un mois de ça en fait, puisqu'on est le 21 novembre là, malheureusement le 25 octobre, le Conseil constitutionnel a finalement décidé de censurer 23 des 98 articles de la loi Egalim, soit plus d'un quart du texte de loi. En plus de l'article 78, des avancées majeures ont ainsi été perdues comme l'article 86 sur l'intégration de la biodiversité et de la préservation des sols à l'enseignement agricole et l'article 43 sur l'étiquetage des miels composés de mélanges ou l'article 56 sur la représentation des associations de protection de l'environnement dans les comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ouais, l'étiquetage des miels composés de mélange, c'est intéressant parce que moi je vois bien, on achète du miel à un GEC là qui est pas très loin, mais à part fleurs d'été, on nous dit pas grand chose. Moi ça m'intéresserait quand même de savoir quelles sont ces fleurs d'été en fait. Alors après c'est pas forcément évident pour des paysans qui font du miel de savoir où est-ce qu'elles vont butiner les abeilles, mais ils peuvent le savoir quand même avec un minimum d'observation, ça fait partie de leur travail quand même. Donc je continue sur l'article. À l'origine de cette décision, plus de 60 sénateurs avaient saisi le Conseil constitutionnel car ils estimaient que certains des articles de la loi Egalim méconnaissaient plusieurs principes constitutionnels.
Bon, moi je suis pas juriste, je suis pas dans les études de droit, donc je peux pas trop savoir. Je suppose que c'est légal, hein, qu'ils ont le droit de le faire, les sénateurs, mais bon, quand même, les sénateurs, ils sont pas élus directement par le peuple, il me semble, mais ils représentent le peuple, hein, l'Assemblée nationale, le Parlement. Alors les sénateurs, je sais plus où est-ce qu'ils sont exactement, mais ils représentent le peuple, hein, l'État représente le peuple. Donc à un moment donné, quand les sénateurs ils décident de faire quelque chose sans l'avis du peuple, c'est un déni de démocratie, c'est un... C'est comment dire... c'est vraiment, en fait, on chie sur les gens, quoi. On vous demande pas votre avis, on vous impose des choses sans vous demander si vous êtes d'accord ou pas. Bon, de toute façon, il y a plein de gens qui ont compris qu'on n'est plus en démocratie depuis longtemps. Donc, si la saisie du Conseil constitutionnel par des parlementaires est prévue par la Constitution, la raison de la censure des articles questionne. Pour annuler ces 23 articles introduits par amendement, le Conseil constitutionnel a jugé qu'ils représentaient des cavaliers législatifs n'ayant pas de lien direct ou indirect avec la loi. C'est-à-dire qu'il a considéré ces articles caducs sans même s'intéresser à leur contenu. Donc comme je vous disais, moi je suis pas juriste, je suis pas étudiant en droit, mais je connais un étudiant en droit, et si tu regardes cette vidéo, je t'invite à aller fouiller là-dedans, parce que en plus, bon bah voilà, hein, t'as compris qu'on allait plus ou moins dans la même direction, donc vas-y, intéresse-toi à ce truc-là, pour voir si c'est vraiment légal, et où sont les failles, histoire qu'on les mette en avant, et qu'on montre bien que il y a des pouvoirs qui agissent sans aucune légalité et sans aucun remords, hein, et vraiment ils s'en battent les couilles. Alors, quelle est l'influence des lobbies ? Si cette censure est un coup terrible porté à la biodiversité et à la protection de notre environnement, c'est aussi un vrai déni de démocratie. En effet, la loi Egalim a été écrite après avoir rassemblé pendant plusieurs mois entreprises, ONG environnementales et organisations du monde agricole autour des états généraux de l'alimentation. Cette consultation participative unique devait permettre à, citer entre guillemets, chaque partie prenante d'être gagnante. La bataille a fait rage pendant des mois entre les différents participants et ensuite entre le Sénat et l'Assemblée nationale avant de pouvoir accoucher de ce texte législatif. Malgré tout ce travail collectif, c'est finalement la seule décision de 8 sages, entre guillemets, M. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, Mme Claire Basy-Mallory, Monsieur... Pourquoi il y a 2 M ? En plus, ils font des fautes de frappe dans leurs articles. Monsieur Jean-Jacques Hyest, Lionel Jospin, Madame Dominique Lotin, Madame Corinne Luquiens, Madame Nicole Maestrassi et Monsieur Michel Pinault du Conseil constitutionnel qui a donné son visage définitif au texte de loi adopté début novembre. Ces sages ne sont pas élus, mais désignés arbitrairement par le président de la République et les présidents des assemblées parlementaires, Assemblée nationale et Sénat. Fondé en 1958 pour garantir le respect des droits de la Constitution française, le Conseil constitutionnel est aujourd'hui suspecté d'être sous influence trop importante des lobbies. L'association Les Amis de la Terre veut ainsi forcer les sages à publier publiquement les contributions extérieures que lui font de façon opaque des groupes d'intérêt privés avant de prendre des décisions, ces propositions étant pour l'instant publiées après la décision prise par le Conseil. Les Amis de la Terre a donc déposé un recours inédit contre le Conseil constitutionnel pour mieux encadrer la pratique de ces contributions. La réponse devrait être donnée dans 1 an. Pour l'association Cocopelli, la censure des 23 articles de la loi Egalim, cités entre guillemets, représente un camouflet insensé pour la démocratie représentative
et le droit d'amendement des élus de la République. Nous devons ouvrir les yeux au plus vite. L'avenir des semences, de l'agriculture et plus largement de la démocratie sont en jeu. Et donc c'est un article, donc je répète le site, c'est la relève et la peste.fr, article du 19 novembre 2018 par Laurie Debove. Donc je vous mettrai le lien en description. Donc vu que ça a parlé pas mal de Cocopelli et puis de Réseau Semences Paysannes, alors moi Réseau Semences Paysannes je connais pas du tout, donc je vais pas en parler, je vais pas critiquer que ce soit positivement ou négativement. Par contre Cocopelli, c'est simple, hein, ils ont une page Qui sommes-nous sur leur site, donc cocopelli-semences.fr. Vous allez tout en bas, vous cliquez sur Qui sommes-nous, mais de toute façon je vous mettrai aussi le lien en description. Donc qui est Cocopelli? Alors Cocopelli à la base c'est un personnage mythologique originaire des Amériques. C'est un symbole universel de fertilité et de vie. Représenté sous la forme d'un joueur de flûte bossu, sa bosse est en réalité un sac de graines, il sème sans relâche des semences de vie, en reliant le champ des étoiles à la terre grâce à ses grandes antennes, et il fertilise le sol de sa musique. Cocopelli est aussi un personnage malicieux, taquin, voire même coquin, et le long des chemins, il sème également dans les consciences et dans les cœurs les semences d'une révolution fertile au service de la terre-mère. Cocopelli est aussi un personnage guerrier dans le sens noble du terme, et ses antennes captent sans cesse les flux émanant des luttes écologiques et sociales. Au son de sa musique, les masques tombent et les criminels colporteurs de mort redoublent de malveillance dans un dernier élan désespéré, en tentant vainement d'entraîner l'humanité dans leur chute inéluctable. Mais Cocopelli, le semeur de vie, prépare le futur, un futur fertile en coévolution avec la nature et tous ceux qui y demeurent. Quelles sont nos revendications? Alors moi je suis pas adhérent, mais j'adhère aux revendications. Elles sont nombreuses. Voici les plus importantes d'entre elles. Premier point. Nous revendiquons le droit de semer librement et sans restriction aucune les semences du domaine public. Elles doivent être accessibles à tous sans modération. Deuxième point. Nous revendiquons l'utilisation libre et sans restriction aucune des plantes médicinales utilisées depuis des millénaires, mais interdites par une poignée de criminels. Donc les lobbies comme Big Pharma, après je connais pas les noms des lobbies, mais tous les labos pharmaceutiques qui veulent nous vendre des médicaments plutôt que on utilise plutôt que de nous laisser utiliser en fait les plantes directement ou les huiles essentielles. Troisième point. Nous revendiquons l'utilisation libre et sans restriction aucune des préparations fermentées à base de plantes, des micro-organismes, des poudres de roche, etc. pour l'agriculture, comme les purins d'ortie ou purins de consoude, etc. par exemple. Nous revendiquons l'abolition pure et simple de toute forme d'agriculture et de médecine fondée sur la mort, sur les produits chimiques et sur les chimères génétiques. Que dénonçons-nous ? Beaucoup de choses, mais toujours de manière objective, sans haine aucune, sauf peut-être pour les multinationales, et surtout sans généraliser. Premier point. Nous dénonçons fermement les multinationales de l'agro-pharmaco-pétro-industrie qui détruisent sans scrupule et sans état d'âme l'intégralité de la biosphère. Deuxième point. Nous dénonçons la corruption des États de toutes nations, trop souvent complices ou totalement à leur solde des industriels. Troisième point. Nous dénonçons les syndicats agricoles, au mieux passifs face aux drames écologiques générés par l'agriculture et au pire, totalement complices du processus mortifère. Quatrième point. Nous dénonçons les industriels de l'agriculture bio qui laissent la solution se noyer dans le problème. Cinquième point. Nous dénonçons les consommateurs et les agriculteurs qui se bercent d'illusions sans vouloir prendre conscience que c'est à eux d'agir. Et oui, c'est à nous d'agir en premier.
aucun responsable, tous coupables, ça marche. On est tous coupables en fait de notre passivité, hein. Donc à un moment donné, on commande des graines, on les multiplie et on les partage. Que proposons-nous ? Donc c'est ça, hein, je dénonce l'article comme Cocopelli dénonce les problèmes du monde de l'agriculture, mais ensuite on propose des solutions. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à dénoncer un problème, c'est stérile. Il faut proposer des solutions pour que ce soit fertile. Donc que proposons-nous ? Nous proposons de multiples petites choses, mais également de grandes choses. Nous sommes convaincus que chacun peut faire sa part, aussi petite soit-elle. Parabole du colibri de Pierre Rabhi par exemple. Premier point, nous invitons à boycotter drastiquement tous les produits issus de la grande distribution. Deuxième point, nous invitons à consommer local, bio, sans hybride F1 et sans chimère génétique. Troisième point, nous invitons à faire son propre jardin à la campagne et, pour la ville, à transformer les parcs paysagers inutiles en véritable garde-manger citadin, entre parenthèses, cela va de pair avec la lutte contre la surpollution en ville, afin d'éviter à minima les métaux lourds dans le potage. Quatrième point, nous invitons à faire du lobbying auprès des agriculteurs et maraîchers locaux pour les sensibiliser à l'agriculture biologique et surtout aux semences libres et reproductibles. J'en étais au quatrième. Cinquième point, nous invitons à faire du lobbying auprès des distributeurs bio locaux afin de les responsabiliser face à la montée dramatique de la bio industrielle. Eh oui, parce que le bio est devenu un commerce. Pour ceux qui ont entendu parler du greenwashing, par exemple Volvic fait ça. Donc ils utilisent du pétrole pour faire leurs bouteilles. Pour faire leurs bouteilles plastiques, et puis ils vous mettent un petit bouchon vert histoire de vous dire bon bah voilà, hein, nous on est écolo, et puis c'est vraiment le greenwashing, c'est le lavage par le vert en fait. C'est-à-dire qu'on lave son image, on essaie de se donner une bonne image en mettant du vert, du bio, du nature, machin. Sauf que c'est que de la façade, et derrière, en fait, il y a absolument rien. Ça continue l'industrie, la pollution, le programme mortifère, comme c'est cité dans l'article. Donc méfiez-vous et regardez, comme j'ai dit dans une autre vidéo, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc c'est bien beau les paroles, mais à un moment donné, il faut voir les actes. Hein. Donc le bio est devenu une industrie aussi, dans la mesure où il y a aussi des agriculteurs, à partir du moment où ils ont leur label bio, et ben ils ont leur petite étiquette consommateur, producteur bio, alors qu'en fait, à partir du moment où ils ont le label, finalement ils recommencent à faire du chimique derrière, quoi. Donc je dis pas que c'est tous les labels bio, enfin tous les agriculteurs qui ont le label bio qui font ça, mais méfiez-vous parce qu'il y en a, hein. J'en étais au cinquième point. Donc sixième point, nous invitons à informer et alerter toujours plus les concitoyens de la gravité et de l'urgence de la situation environnementale induite par notre mode de vie et particulièrement par notre agriculture. Septième point, nous invitons à soutenir les acteurs de plus en plus nombreux de cette révolution fertile que nous proposons. Et huitième point, et surtout, tel le personnage Cocopelli, nous invitons à semer dans les consciences et dans les cœurs les semences d'une révolution fertile et vivante. Quelles sont nos missions ? Elles sont très nombreuses, et nous ne pouvons pas nous empêcher de nous en donner de nouvelles très fréquemment, car nous œuvrons au service du vivant, et les missions sont sans cesse plus nombreuses. Alors à savoir que vivant, c'est quand même avec une majuscule. Premier point. Distribuer des semences libres de droit et reproductibles. Dans notre boutique en Ariège, sur les foires et salons bio, dans nos points de vente et sur internet, ce sont entre 1400 et 2000 variétés ou espèces, en fonction des saisons, qui sont disponibles chez Cocopelli. Cette gamme, unique par son caractère vivant, non stocké en congélateur et transmissible, est un trésor que nous protégeons à l'aide de notre réseau professionnel de producteurs multiplicateurs.
Ce réseau, dont certains membres sont actifs depuis l'époque de terre de semences, garantit à nos semences pureté variétale et qualité. L'association possède également un parc de machines professionnelles de tri extrêmement précises, qui sont mises à disposition de tous nos producteurs, afin de garantir une semence exemplaire tant sur l'aspect visuel que sur le pouvoir germinatif. Nous sommes persuadés qu'il est possible d'allier combat militant et qualité. Chaque lot est testé en germination, et les taux que nous obtenons sont, pour une très grande majorité d'entre eux, largement supérieurs aux taux légaux. Cette première mission, qui a coûté de nombreux procès à l'association de par son caractère illégal, garantit à Cocopelli une autonomie financière totale et nous permet de développer nos autres missions. Donc deuxième mission, fournir gratuitement aux communautés des pays exploités par l'Occident les outils pour retrouver une autonomie semencière, donc alimentaire. Ainsi, grâce à notre campagne Semences sans frontières, nous envoyons chaque année des centaines de kilos de semences sur toute la planète. Acheminer ces semences relève très souvent de la contrebande et nous remercions tous les militants qui allient l'utile à l'agréable en amenant avec eux cette précieuse marchandise, gage d'une insoumission fertile des populations face aux oppresseurs lors de leur voyage. Nous remercions également tous les producteurs de semences amateurs qui nous envoient chaque année de grandes quantités de semences destinées à cette campagne. Ces semences sont bienvenues car elles viennent s'ajouter aux semences issues de notre réseau de producteurs professionnels et permettent de répondre à une demande toujours plus grandissante. Troisième mission, être de véritables lanceurs d'alerte. Essentielle, cette mission menée par le fondateur de l'association, Dominique Guillet, signe ses articles du nom de Xochi, qui veut dire fleur en aeual, nous offre une vision militante forte de la situation de la biosphère. Repris par de nombreux blogs sur la toile et souvent précurseurs de combats écologiques, ces articles résonnent comme des tambours dans l'esprit du lecteur attentif qui n'a pas peur de remettre en question les croyances établies. Ces enquêtes, toujours parfaitement sourcés, allient détails scientifiques ou techniques, faits politiques ou sociaux et combats militants, donnant ainsi un sens réel au travail quotidien de Cocopelli. Alors, faut que je boive un petit coup parce que il est quand même pas mal long l'article. Quatrième mission, aider au développement de nouvelles variétés libres et reproductibles. Nous pensons que la vie n'est pas figée, qu'elle est évolutive et surtout qu'elle adore jouer. Et c'est pourquoi nous soutenons les sélectionneurs multiplicateurs tels qu'Alan Capuller, Dilana Capuller, Tom Wagner, etc. Leur création enchante nos assiettes depuis déjà de nombreuses années, et chaque effort fourni par ces amoureux de la nature est offert au domaine public. Et c'est ce don à la collectivité que nous encourageons chaque année de différentes manières, soutien financier, achat de semences, etc. Cinquième mission, former et transmettre les savoir-faire et les connaissances est essentiel à l'émancipation des populations. C'est pour cette raison que nous organisons, dès que nous en avons l'occasion, des ateliers, des conférences ou des séminaires sur de nombreux thèmes en lien avec l'agriculture d'hier et surtout avec celle de demain. Nous organisons également tous les 2 ou 3 ans un grand festival lors duquel nous rassemblons de nombreux intervenants, militants, paysans, scientifiques, lanceurs d'alerte, artistes engagés, etc., qui transmettent pendant de ces quelques jours de partage leur savoir-faire ou leurs connaissances. Sur notre blog, blog.cocopelli-semence.fr, nous partageons aussi de très nombreuses techniques et informations liées à la production de semences au sein du jardin familial. Alors ensuite, il y a les fondateurs de l'association.
Donc l'association Cocopelli a été fondée par de fervents défenseurs de la biodiversité et des plantes médicinales, Dominique et Sophie Guillet et Jocelyne Moulin, en 1999, à la suite de diverses aventures présentées brièvement dans l'arbre chronologique ci-dessous. Je vais pas vous faire l'arbre chronologique, vous irez voir, histoire de passer sur le site. Hommage à Jocelyne Moulin, trésorier et porte-parole passionné du joueur de flûte. Vous l'avez sûrement rencontré au détour d'un stand Cocopelli, vous appelant petite sœur ou petit frère et vous guidant le sourire aux lèvres comme à son habitude, parmi des centaines de variétés de légumes. La semence était sa passion et ses parents, grainetiers de métier, lui ont enseigné ce don précieux de la nature dès son plus jeune âge. Jocelyne a accompagné Sophie et Dominique Guillet avec le jardin botanique de la Motte, terre de semences et finalement Cocopelli depuis le début de l'aventure en octobre 1992. 25 années de ferveur, d'enthousiasme et de constance face aux attaques, aux injustices et aux critiques émanant de la mafia semencière. Donc Monsanto et compagnie. Jocelyne, notre meilleure porte-parole, l'âme vagabonde et joyeuse du joueur de flûte, est partie le 31 juillet 2017 pour son dernier voyage. Cette perte est brutale et la peine qui anime nos cœurs est immense, car il y a encore quelques mois, il était là, plus que présent, pour animer conférences, stands ou causeries autour de la semence. Ah d'accord, donc c'est Jocelyn, c'est pas Jocelyne, pardon. Jocelyn laisse un immense vide parmi nous, mais son humour, son amour et sa bienveillance accompagneront à jamais les semences libres de Cocopelli. Donc voilà, c'est la fin de cet article. Donc maintenant, on va pouvoir passer au unboxing de la boîte de graines. Donc, je sais plus combien il y en a exactement. Alors, attendez, je vais aller voir la petite liste. Je sais même pas à combien j'en suis de l'enregistrement, mais je m'en fous. Ah bah mince. J'avais enregistré un fichier texte avec la liste de graines, mais je retrouve plus. Ah voilà, commande Cocopelli, ok. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28. 4 x 7. 7, 7, 7, 7. Comme dans Final Fantasy, les 7777 HP. Ah donc voilà, bah, je vais ouvrir la boîte. C'est parti. Voilà, moi je sais ce qu'il y a dedans, hein, en gros. Bah, je vais pas les noms parce que voilà, 28 plantes quand même, ça fait beaucoup à retenir, surtout quand on les connaît pas. Donc de toute façon, je vous mettrai la liste en description de la vidéo pour que vous puissiez la retrouver. Et puis bon, bah, après c'est juste pour information, hein. Moi après j'ai pris ce qui m'intéressait. Et puis voilà quoi. J'ai eu un petit cadeau. Alors c'est une affiche Wanted Cocopelli. C'est quoi? C'est condamné pour apologie d'actes de protection de la biodiversité. Donc ils sont recherchés pour 1 million de dollars. Voilà. Donc c'est sympa. Je l'avais déjà celui-là, mais ils me l'ont refait en cadeau. C'est sympa. Alors donc il y a plein de sachets de graines. La tomate que je viens de voir, ok. Ah, mais ça c'est sympa aussi, une petite carte postale. Hein? J'attends qu'il fasse la... Ok. Petite carte postale. Avec... le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. C'est sympa, hein? Avec tous les... Alors. Donc moi je vais faire ça bientôt.
Là, je regarde ce qu'il y a d'autre. Donc, il y a un petit flyer Cocopelli. Oh, sympa! Calendrier des semis qui nous ont mis dessus. C'est super. Donc, comme ça, on commande les graines et puis on sait quand les semer. Voilà, donc il y a le retour de qui sommes-nous. Il y a un bulletin d'adhésion. Il y a voilà, le petit schéma chronologique. Donc voilà, je vais bien me garder le calendrier des semis de côté parce que ça va bien me servir. Je regarde ce qu'il y a d'autre, bah, évidemment la facture. Il y a un truc sur soutenir Cocopelli, voilà, donc un petit truc pour adhérer. Bon après je sais pas, je suis pas sur l'adhésion parce que j'ai vraiment pas beaucoup de sous et en fait je les gère donc à partir du moment où je pourrais faire du bénéfice par la vente de produits, je pourrais me permettre de donner, mais d'abord je dois assurer ma propre autonomie financière, c'est normal. Hein. Voilà, 28 variétés. Donc bah on va regarder ça. Donc en fait le carton là il est rempli, hein. C'est que de la graine là maintenant qui reste dedans. Alors je l'aurais bien fait dans l'ordre. Dans l'ordre, la liste, on a la coriandre sativum, la coriandre pokejo, on a la marjolaine origanum majorana, la sarriette annuelle commune, le lin cultivé, la moutarde blanche, le sarrasin. Alors c'est sarrasin, phagopyrum, esculentum. Je crois qu'il y a plusieurs variétés en fait de sarrasin. Il y a le chou cabu vert, marché de Copenhague. Le cresson alénois à feuilles simples, la courge maxima gold nugget. Alors pourquoi il y a 10 sachets, 10 variétés, je comprends pas. Il y a la courge Peppo Montana Jack, il y a la pastèque Sugar Baby, pastèque à confiture à graines rouges, betterave violette cylindra, carotte orange nantaise améliorée, celle-là je l'aime bien donc ouais j'en ai pris. Et puis j'ai aussi pris de la carotte violette Cosmic Purple parce que bon bah comme j'aime bien parler du plan cosmique, je me suis dit bah on va prendre de la carotte cosmique. Hein. Il y a le radis de printemps et d'automne, géant d'Allemagne. Il y a ah oui alors il y a du radis de tous les mois, donc du radis de 21 jours. J'ai aussi pris du radis d'hiver noir, parce que le radis noir c'est du radis mais en 10 fois plus fort. Ah oui d'accord, c'est que ok 10 sachets, 10 variétés, c'est pour la liste en fait. Ils le mettent à chaque fois qu'il y en a 10. Il y a blé, alors c'est des ondulations de blé ancien. Donc là il n'y a pas de variété en fait, je saurais pas s'ils l'ont mis sur le sachet, je l'ai juste là. Ah d'accord, c'est du triticum. Et le triticum... Ah bah dis donc, ils ont remis le calendrier de semis sur le côté du sachet. Le triticum, c'est un mélange... c'est un mélange de céréales en fait qui est fait pour... c'est un mélange de blé quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, mais les agriculteurs ils connaissent bien le triticum en fait. Le maïs doux jaune Golden Bantam. Donc comme je disais à une certaine sur Instagram, tu sais c'est marrant parce que celle-là j'en ai commandé. Le quinoa Brightest Bryant Rainbow. Donc quinoa arc-en-ciel. Cosmos Cosmic Red. Alors ça c'est des fleurs. Cosmos Cosmic Yellow. Je les ai pris parce que c'est des fleurs qui sont mellifères en fait qui attirent les abeilles et puis en plus elles sont jolies donc voilà, j'aime bien les fleurs aussi. J'ai pris de la lavande officinale, de la sauge blanche parce que j'ai de la sauge de Jérusalem et de la sauge officinale mais il me manquait la sauge blanche. Et puis j'ai pris du tabac African Red parce que je me suis dit que pourquoi pas tester de faire pousser du tabac et même en fait au-delà de la consommation de fumée en fait. Le tabac a des vertus médicinales et c'est même chez les Aztèques c'était reconnu comme la plante principale médicinale en fait. Donc après je saurais pas vous donner les vertus mais voilà.
Donc après, bah là dans le désordre, je vais sortir les graines dans le désordre. Alors là, on a du blé. Donc les graines de blé, c'est un gros sachet. Hein. Il fait 120 grammes. Donc on nous dit dessus, cette population de variétés anciennes a été réalisée il y a de nombreuses années par un paysan boulanger passionné à partir d'une trentaine de variétés. Ce mélange est idéal pour redécouvrir la biodiversité céréalière. Donc en fait là-dedans vous avez plusieurs variétés de blé en fait. Hein. Donc après si on veut les trier, bah, on se démerde. Alors on nous dit derrière, donc c'est nom latin c'est Triticum sp. Afin d'obtenir un meilleur brassage génétique, il est recommandé de semer l'intégralité du sachet en une seule fois. Semer directement en place, en automne, à la volée ou en ligne espacée de 15 cm, tous les 2 à 3 cm, en recouvrant les graines d'environ 2 cm, tassées légèrement. La densité de semis est généralement utilisée est de 15 à 20 grammes par mètre carré. Il est aussi possible de laisser taler le blé en lui offrant un espace de 30 cm entre chaque plant. Exposition ensoleillée, nature du sol argileux, calcaire, sableux, qualité du sol pauvre, réchauffé, semis en pleine terre. Donc on vous donne vraiment tous les renseignements au dos du sachet. Hein. Donc, et puis c'est un sachet en papier recyclé tout marron là. Vraiment, ils se foutent pas de notre gueule, Cocopelli. Hein. Autant le sachet est à 3,40 €, mais moi je vais vous dire, pour ce que j'ai vu à Intermarché, ils sont moins chers en fait que le commerce. Et puis ben, ils vous mettent alors ils vous mettent à la fois le semis et la récolte. Hein, sur le côté là. La première ligne c'est le semis et la deuxième ligne c'est la récolte. Donc le blé il met vraiment 1 an à pousser quoi. Voilà, donc je vais pas tous vous les faire. Bon bah alors là on a un sachet de tomates qui est tout fin parce que... Alors on nous dit sachet de 60 graines. Donc elles sont au fond. Alors ça c'est un mélange, il y a 10 variétés de couleurs et de formes variées. Il y a de la Red Centiflore, de la Joséphina, de la Purple Bumblebee, de l'Orange Grape Tresse, de la Blue Tears, de la Blueberries, de la Peace Vine, du raisin vert, poire jaune et Cherry Ghost. Donc ça c'est un mélange de tomates à petits fruits. Voilà, bon après je vous fais pas la description à chaque fois de comment on les plante machin. Voilà, y a du maïs doux. Ah, je vais vous montrer le petit sachet quand même. Le maïs doux Golden Bantam. Et là on nous dit cette variété ancienne produit 1 à 2 épis d'environ 15 cm composé de 8 rangées de grains jaunes. La phase laiteuse est courte, je sais pas ce que c'est la phase laiteuse. Il faut cueillir les épis dès qu'ils sont prêts. Ça c'est un sachet de 30 grammes, je sais pas combien de graines il y a dedans. Voilà. Alors, ouais, alors pour la tomate ils le mettent pas parce que c'est un mélange. Et ça c'est Zea maïs, le nom latin. Bon après je vais pas ouvrir les graines pour vous les montrer parce qu'en fait j'ai pas les boîtes pour les ranger dedans. Donc je vais les garder en sachet comme ça. Et pour les conserver en fait. Hein, parce que bah, à partir du moment où on ouvre le sachet, ça prend l'humidité et puis éventuellement les graines moisissent quoi. Si elles sont mal conservées. Ensuite on a du sarrasin Phagopyrum esculentum. Donc là on a un sachet de 40 grammes. Alors c'est pareil, sachet de 40 grammes pour les céréales. Pour les graminées, sachant que dans le commerce... attendez, je vais aller vous chercher moi. Ce que j'ai acheté dans le commerce. Parce que moi après le but c'est de tout tester. Donc j'achète tout. Hein. Donc là par exemple on a de la mâche. Donc ça c'est le paysan. C'est de la mâche à grosses graines. C'est certifié CE. Donc ça c'est une certification européenne. Bon, il n'y a pas d'autres renseignements sinon. Fabriqué en France.
Donc là, bon, on a un gros sachet. Le chou cabu. Ah bah alors justement, j'en ai dans le... c'est des plus petits sachets. Alors là, par contre, j'ai pas les prix. Mais je sais que je les ai payés cher. Hein, mais bon, bah... Vous voyez, alors, chou cabu, mâche, épinard. Épinard monstrueux. Laitue paumée. Donc laitue paumée que j'ai déjà semé, comme je vous ai montré là, dans les petites boîtes d'œufs. Du chou fourragé. Donc en fait tout cela après je les ai pas semés parce que c'est pas le moment. Et puis de la carotte de Colmar à cœur rouge. Donc voilà. Après on va me dire ouais mais c'est complètement stupide parce que t'achètes des graines en comment dire en centre commercial, Intermarché, alors que voilà c'est de semences machin. J'achète tout parce que le but c'est de tester qu'est-ce qui est le mieux. Donc à un moment donné il faut bien comparer. Donc là du coup le sarrasin, alors on nous dit sarrasin, bah, d'ailleurs on vous met une petite image de la plante, hein, c'est sympa ça aussi. Cette espèce à croissance rapide, également appelée blé noir, offre sur des tiges dressées de petites fleurs blanches ou roses, très mellifères, donc qui attirent pas mal les abeilles, réunies en grappes serrées, ainsi que des graines comestibles. Elle est aussi utilisée comme engrais vert. Ah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, au Moyen-Âge, on avait le pain gris qui était réservé comment dire, à l'époque on appelait ça la plèbe, qui était réservé au bas peuple en fait, le pain gris qui était du pain de sarrasin, et puis le pain blanc avec uniquement du blé qui était réservé aux riches. Maintenant on n'a que du pain blanc, et le problème c'est que c'est du blé trafiqué, c'est des gluten de synthèse et tout le bordel, donc en fait le pain blanc on tombe malade, donc moi je vous conseille de revenir à soit du pain gris ou du pain noir, ou moi il y a un truc que j'aime bien, c'est ça, c'est le pain aux céréales. Donc vous voyez il y a plein de grains partout. Alors les petites graines marron c'est des graines de lin. Je sais pas si on va les voir. Alors il y a des petites graines jaunes, je crois que c'est des graines de sésame, mais j'en suis pas certain. Et sinon il y a de la graine de tournesol aussi dedans. Et puis bah là c'est un mélange quoi. Donc c'est tout bénef, et il n'y a pas que du blé. En fait après il y a une diversité au niveau des apports nutritionnels aussi. Après il y a des gens ils supportent pas certaines graines ou certains, comme le gluten par exemple. Bon moi je supporte a priori, mais il y en a d'autres qui supportent pas du tout, donc ça dépend des gens, hein. Comme je disais on est tous différents. Donc voilà le sarrasin. Ensuite on a la moutarde blanche et jaune. Donc en fait on a les deux. Moi j'avais fait pousser de la moutarde blanche il y a longtemps, et là on a de la moutarde blanche et jaune. Donc on a les deux. Sachet de 40 grammes. Il y a beaucoup de graines dedans. Voilà. Cette variété offre des fleurs très mellifères ainsi que des graines utilisées en condiment. Elle s'utilise également comme fourrage ou engrais vert. Donc c'est bien en fait le sarrasin et la moutarde, parce que du coup c'est des graines, on peut en faire la moutarde, voilà, hein, je pense que c'est évident pour tout le monde, on peut en faire de la moutarde. Et le sarrasin éventuellement on peut en faire de la céréale, on peut en faire de la farine en fait, de sarrasin. Et puis une fois qu'on a récolté les grains, en fait tout ce qui est tige finalement on le met dans le compost et ça fait de l'engrais vert, ça nourrit le sol. Donc c'est vraiment double usage, et en plus les deux sont mellifères, attirent les abeilles. Donc là c'est vraiment tout bénef quoi. Le sarrasin j'avais donné le nom, et là la moutarde blanche c'est Sinapis alba. Sinapis pardon, Sinapis alba. Ensuite on a du lin cultivé. Ah ouais alors le lin c'est pareil, j'en avais fait un moment. Donc les petites graines de lin là que je viens de vous montrer dans le pain aux céréales. Qui fait des petites fleurs bleues comme ça, c'est super sympa. Et puis alors les graines de lin, comment c'est bon. Et puis pour ceux qui travaillent le bois, l'huile de lin est utilisée pour renforcer le bois en fait. Donc par exemple si vous êtes forgeron, ou même sans être forgeron, que vous voulez faire des manches d'outils bien solides, et ben en fait il faut les lustrer avec de l'huile de lin. Donc éventuellement si j'ai la place et que j'ai vraiment comment dire ça,
que j'ai la possibilité de faire du lin, je ferai de la graine de lin et d'huile de lin parce que c'est vraiment, voilà, vraiment super ce truc-là, le lin. Et puis aussi, il y a beaucoup de vêtements qui sont faits en fibre de lin. Donc cette variété offre des fleurs bleues au début de l'été et des graines à partir d'août. Les graines sont utilisées pour l'usage alimentaire, en condiment ou en huile, en engrais verts ou pour ses fibres. Donc ça c'est un sachet de 50 grammes. Et c'est le Linum usitatissimum. Ensuite, on a de la marjolaine. Alors la marjolaine, moi je la connais parce que j'utilise beaucoup l'huile essentielle de marjolaine. Donc il y a une variété d'origan en fait, hein, comme son nom l'indique, Origanum majorana. Et en fait qui est très utile pour les insomniaques ou les gens qui sont très stressés. Moi j'ai des problèmes de sommeil, donc je l'utilise comme ça, mais parce qu'en fait c'est un sédatif carrément, hein. Donc ce que je fais, c'est que j'en ai un inhalateur là. Pour ceux qui connaissent les inhalateurs. Et deux sniffs dans chaque narine le soir, boum dodo quoi. Et c'est très utile et une des vertus de la marjolaine, c'est qu'elle déséquilibre le système nerveux, donc elle va le calmer en fait et elle va rééquilibrer le paranerveux qui correspond en fait au système éthérique, au système énergétique si vous préférez. Donc la marjolaine, cette espèce vivace, peut atteindre 60 cm de hauteur. Elle est cultivée pour ses feuilles dont la saveur, plus douce et plus subtile, rappelle celle de l'origan. C'est normal, c'est la même famille de plantes. Sa beauté en fait une plante d'ornement idéale. Et là c'est un sachet de 500 graines. Mais je les sens pas en fait. Je sens des trucs tout durs. Voilà. Ah, on nous dit ici, on nous donne des vertus. Alors c'est un puissant antiseptique. Elle régule également les troubles de l'angoisse et de sommeil, ainsi que certaines affections respiratoires. À la maison, elle est appréciée comme répulsive pour les insectes. Donc c'est bien, hein, je connaissais déjà la marjolaine, mais j'apprends encore des trucs. Ensuite, on a... Ah, la sarriette. C'est Satureja hortensis. Hortensis, ça me fait penser à l'hortensia, ça. La sarriette, c'est super intéressant parce que... Enfin, moi, une fois, avec un copain, on faisait du jardinage et tout, et puis un jour, il me présente le pied de sarriette, il me dit, tiens, goûte cette plante. Tiens, ça a goût de pizza. Je fais, mais non, c'est pas possible, une plante qui a le goût de pizza. Et franchement, j'ai goûté ça vraiment, mais... C'est ce qui fait la saveur dans la pizza en fait, la sarriette, c'est excellent. Donc cette variété ancienne produit de petites feuilles vertes, allongées et arrondies, offrant une saveur aromatique moins épicée que la sarriette vivace. Son odeur éloigne les pucerons et les moustiques. Ah oui, alors ça c'est de la sarriette annuelle. Donc ça veut dire que la plante en fait, arrivée en automne ou en hiver, elle meurt. Et elle ne résiste pas. Alors que la sarriette vivace, elle va résister plusieurs années, quoi. Donc voilà, Satureja hortensis. Ensuite, on a... Bon, bah après, c'est des légumes. Je vais continuer avec la coriandre. Alors, il y a 2 coriandres. Je vais essayer de trouver l'autre. Oh, tout ce que j'ai en radis. C'est pas ici. Voilà, alors on va commencer par la coriandre officinale, donc Coriandrum sativum, celle que tout le monde connaît. On nous dit cette variété produit de petites fleurs blanches ou rose pâle ainsi qu'un feuillage vert arrondi et dentelé offrant une saveur très aromatique. Et moi j'adore la coriandre et pour une raison très simple, c'est que c'est un chélateur naturel. Donc avec toutes les pollutions de métaux lourds, que ce soit aluminium, mercure,
Et je pense pas nécessairement au vaccin, mais ne serait-ce que le formaldéhyde dans le placo des maisons modernes. En fait, la coriandre, manger de la coriandre très souvent, ça va vous permettre d'évacuer ces métaux lourds qui nous pourrissent et qui se stockent en fait dans le cerveau et dans les graisses. Donc voilà, là on nous dit juste la coriandre est très appréciée et utilisée dans la cuisine asiatique. Donc bah, la coriandre après c'est une plante annuelle. En général on mange les graines, mais du coup on peut faire germer les graines. Alors j'ai pas testé de faire germer des graines de graines de coriandre achetées dans le commerce là, dans les comment dire les boîtes comme ça, mais ça tombe bien, ça c'est de la coriandre en graines en plus. Hein, j'ai pas testé de les... Et il fait 22 grammes, s'il vous plaît. J'ai pas testé de les faire germer directement, celles-là, mais en fait c'est les mêmes graines, hein, finalement. Donc voilà la coriandre sativa, mais j'en ai pris une deuxième, qui est la coriandre Pokejo. Donc ça c'est une variété qui est très réputée pour son parfum chez les maraîchers bio de la côte ouest aux États-Unis. Donc je me suis dit, bon bah ouais tiens, on va tester une deuxième variété de coriandre. Après il y en a plusieurs hein, sur Cocopelli, mais voilà, moi j'avais envie de tester celle-là. Ensuite, on va... Alors ça c'est des légumes et des légumes. On va continuer sur les herbes. Alors ça c'est légumes, ça c'est légumes. Ça aussi. Ah bah la courge, hop. La cosmos, je viens de l'avoir passée. Voilà, cosmos, hop. Derrière on a... Ok. Donc on va continuer sur les herbes. Le cresson. Le cresson alénois à feuilles simples. L'épidium sativum. Donc le cresson en fait qui est une plante sauvage hein, qu'on peut consommer, enfin qu'on peut cueillir comme ça et consommer. Alors attendez que je regarde un peu sur... Ah ouais, c'est qu'il faut pas que je le mette trop là parce que sinon on voit rien en fait. J'ai pas le même cadrage sur la caméra et sur l'enregistreur, mais c'est pas grave. Donc cette plante annuelle à petites fleurs blanches, différente du cresson de jardin et du cresson de fontaine, peut atteindre 50 cm de hauteur. C'est une variété à croissance rapide et très productive. Le goût des feuilles est quelque peu poivré. C'est un sachet de 2 grammes, mais il y a quand même pas mal de graines dedans. Voilà. Ensuite, on a... Alors celui-là, je vais le faire en dernier. Ben, on va continuer sur les herbes. Donc on a la sauge blanche amérindienne. Donc elle c'est Salvia apiana. Sauge blanche amérindienne, donc la sauge ça ressemble à ça. Hein. C'est un sachet de 100 graines. Cette espèce offre des hampes de fleurs blanches ainsi qu'une abondance de feuilles blanches allongées et pointues. Alors l'intérêt de la sauge blanche particulièrement c'est pour les purifications par fumigation. Donc en fait on prend les feuilles de sauge qu'on fait sécher et ensuite on en fait ce qu'on appelle un fagot, c'est-à-dire qu'on prend plein de brins qu'on va enrouler en fait et puis ensuite on crame ça comme une torche et puis on balade ça pour que la fumée en fait purifie les lieux quoi. Et ça c'est une technique qui vient des chamans amérindiens. Donc comme j'avais la sauge officinale et la sauge de Jérusalem, j'ai pas testé de faire des fumigations avec celle-là, mais je pourrais le faire avec la sauge blanche. Voilà. Ensuite, mademoiselle la lavande officinale.
Alors là, on nous a pas mis d'image. Son nom latin, c'est Lavandula angustifolia. Donc il s'agit de la lavande officinale, aussi appelée lavande vraie ou lavande à feuilles étroites. Cette sélection offre des plantes basses, au feuillage vert-gris, portant des fleurs parfumées de couleur bleu lavande. C'est une espèce aux très nombreuses vertus médicinales, effectivement, parce que la lavande, sachez que c'est une plante qu'on utilise aussi depuis très longtemps. Alors particulièrement, vous avez peut-être vu ça dans des films ou d'autres choses, ou peut-être chez des personnes qui ont encore des techniques anciennes comme ça, qui mettaient en fait des brins de lavande sur le linge. Et en fait, c'est pour l'odeur, mais c'est pas que pour l'odeur. C'est parce que la lavande, elle est antiparasitaire. Non, elle est antibactérienne, antivirale, antifongique et antiparasitaire. Donc elle a vraiment les quatre vertus au niveau de l'hygiène. Et c'est vraiment une plante de base. Vraiment une plante de base, la lavande. Donc si vous êtes dans le sud, plantez-en, consommez-en. Mais mettez-en partout, quoi. Parce que ça va vraiment vous servir en cas de blessure, en cas de n'importe quoi. Même pour faire, probablement pour faire votre lessive, pour vous laver les mains, en cas de tout et n'importe quoi, tout ce qui concerne l'hygiène, en fait. Vraiment, la lavande va être très très utile. Et puis en plus, c'est une bonne odeur et tout ça. Donc là, c'est pareil. Alors l'huile de lavande, je suis pas sûr d'en avoir. Je crois pas que j'en ai, mais là du coup, bah, là en fait là-dedans, je mets. Alors à la base c'était lavande et romarin, donc c'est un spray en fait. L'intérêt c'est qu'on peut le dévisser et puis le re-remplir. Alors dedans il y a du jus de citron, il y a de l'huile de marjolaine, de l'huile de thym et je suis pas sûr d'avoir mis l'amande poivrée dedans. Mais bon après voilà, c'est des trucs qu'on peut refaire des mélanges et ça c'est un spray purificateur qui est vachement bien. D'ailleurs, je vais en mettre un petit coup. Pour tout ce qui est respiratoire, en fait. Donc voilà pour la lavande. Et après, si vous avez des questions un peu plus techniques, alors si vous cherchez les vertus, allez les chercher vous-même. Mais si vous avez des questions sur les plantes en elles-mêmes, et n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ensuite, on a alors les deux fleurs. Donc, on a de la Cosmos Red et de la Cosmos Yellow. Donc, la Cosmos Rouge et la Cosmos Jaune. Alors, il y en a une, on nous dit que c'est la Cosmos Sulfureuse. Donc, voilà les deux là. Hop. Donc cette variété offre une abondance de fleurs oranges d'environ 5 cm de diamètre. Les tiges dressées peuvent atteindre 55 cm de haut et offrent un feuillage découpé et buissonnant. Les oiseaux apprécient particulièrement les graines que l'on peut laisser sécher sur pied à l'automne. Et pour la Cosmic Yellow, variété de cosmos aux fleurs de couleur jaune d'or et double de 5 cm de diamètre. Plante base de 30 à 55 cm de hauteur, c'est un cosmos sulfureus. Cosmos soufré pour les copains alchimistes. Voilà, donc après c'est sur les semis. Alors on nous précise quand même pour la yellow, pour la jaune, c'est année de récolte 2016, durée germinative 5 ans. Donc voilà, le sachet maximum 5 ans. Et après il faut les reproduire parce que si on veut en garder. Ah bah pareil pour l'autre, hein, d'ailleurs. C'est écrit en bas là. Donc voilà. Donc là c'est pareil, on n'a pas d'image mais je vous laisse aller en chercher. C'est intéressant. Ensuite, dernière herbe que j'ai dit que je ferai en dernier, c'est le tabac. Alors, non, ils n'ont pas mis les vertus du tabac dessus. Donc c'est Nicotiana tabacum. Et celui-là c'est African Red.
Cette variété au port très érigé produit jusqu'à 28 feuilles brillantes, 28 encore, 4 x 7, offrant un fort parfum et une teneur élevée en nicotine, 29,8 mg par gramme de feuilles sèches. Et c'est un sachet de 400 graines. Alors il est tout fin, hein, je sens pas les graines, ça doit être des toutes petites graines comme la carotte. Mais voilà. Donc à tester le tabac. Et, alors tiens, il y a un truc qui est intéressant, c'est... Ah, j'avais vu ça il y a longtemps, je l'ai un peu perdu de mémoire, mais c'est le tabac qui peut être utilisé comme répulsif contre certains insectes. Je crois que c'est contre les pucerons, je suis pas sûr, mais il peut être aussi utilisé comme ça, comme plante... comme plante de jardin en fait, hein, comme le purin d'ortie ou le purin de consoude ou les décoctions, voilà. Après je sais plus comment il se prépare, mais bon bah c'est à chacun d'aller voir selon ce qu'il a besoin. Hein. Donc ensuite on va pouvoir passer aux légumes, bien qu'il y avait des légumes déjà avant, non c'était des céréales hein, surtout. Ouais c'était ça, des graminées. Hein, le lin, le maïs, le blé, ah si les tomates. Alors donc que je les trie un peu. Ah bah tiens en graminées justement, le quinoa. Le Brightest Brilliant Rainbow. Cette variété produit des panicules de couleurs diverses allant du vert clair blanc, crème, en passant par le jaune, l'orange et le rose. Elles offrent une abondance de graines comestibles. Donc c'est ça, hein, c'est une céréale hein, le quinoa. Kénopodium quinoa. Ah alors c'est un kénopode, comme le kénopode qui est de l'épinard sauvage. C'est intéressant. C'est intéressant, du coup ça doit être la même famille. Et je vous invite à aller voir la vidéo de Barnabé Chaillot sur le quinoa, où ils vous montrent mais l'abondance de graines. C'est ça, hein, elles offrent une abondance de graines comestibles, c'est vraiment ça. C'est une abondance de graines, il est obligé de les trier dans un espèce de sac poubelle aplati, tellement il y en a, parce que... Là, je vous mettrai le lien, il est vraiment excellent, Barnabé Chaillot, et j'étais très très content qu'il fasse des vidéos sur le jardin. Et bah, il nous a montré le quinoa qui commence à être de plus en plus connu, en fait. Hein. Alors là, ensuite, on a radis, hop, la carotte, pastèque... et encore du radis. Ok, donc j'ai 4 variétés de radis. Donc le radis, la radis de 21 jours que tout le monde connaît. Ah, celui-là, là. Je suis obligé de regarder sur l'enregistreur si ça cadre bien. Donc le flamboyant qui est Raphanus sativus. Et on nous dit cette variété ancienne produit toute l'année à condition d'échelonner les semis, des racines demi-longues rouges à pointe blanche qui offrent une chair tendre et croquante. Effectivement, alors pour le semis en terre, ils disent juillet, août, septembre. Ah, ou alors non, ils mettent en rouge quand il faut pas semer. Mais bon, le radis de 21 jours, en fait, c'est ça. Vous les plantez tous les 11 jours. Et en fait, tous les 11 jours, vous allez en récolter. Donc après, si vous voulez manger des radis souvent, ben, il faut en semer souvent. Et puis éventuellement, vous en laissez monter en graines. Comme ça, vous rechargez votre stock de graines. Et puis à chaque fois que vous en récoltez, vous pouvez en manger, quoi. Donc radis très précoce offrira une première récolte seulement 2 ou 3 semaines après le semis. C'est ça, hein, 3 x 7, 21, 3 semaines. Moi je sais que j'avais des radis comme ça, alors je sais plus ce que c'était que la variété exactement, mais ils mettaient ils mettaient une trentaine de jours en fait. Donc ça c'est le radis de tous les mois. Hein. Après il y en a plein de variétés de celui-là, mais celui-là on va dire que c'est basique. Ensuite, ah oui alors j'ai pris 2 sachets de radis noirs, apparemment, ou alors ils m'en ont mis 2, je sais pas. C'était quoi l'autre? Raphanus sativus et radis noir, c'est Raphanus sativus aussi. Donc le radis noir, c'est une variété très ancienne qui produit des racines pouvant atteindre 20 cm de longueur.
Donc c'est vraiment les gros radis noirs, quoi. Hein, 20 cm, ça fait ça, quoi. Hein, 20 cm. Donc ça fait du gros radis, hein. Ça n'a rien à voir avec les petits radis juste avant. Il est passé où 9 cm de diamètre et pesé jusqu'à 500 grammes. Un radis de 500 grammes quand même, ça faut le faire. Hein. La chair blanche offre une texture croquante ainsi qu'une saveur forte. Comme je vous disais, le radis noir est beaucoup plus fort que le radis blanc ou le radis rouge. Et moi j'aime bien en fait, donc j'en ai pris. Et ça c'est pareil, quand on le mange, on le sent que ça passe, on le sent que ça nettoie des choses, voilà. Et puis il y a du radis de printemps et d'automne, radis géant d'Allemagne, qui est aussi Raphanus sativus. Donc cette variété produit des racines rondes de couleur rouge pouvant atteindre la taille d'une balle de tennis et peser jusqu'à 200 grammes. Leur chair blanche offre une texture ferme et croquante. Alors je voulais prendre du radis blanc avec, mais pour comme ça j'aurais eu le blanc, le noir et le rouge. Hein, en tant qu'alchimiste ça aurait été intéressant. Mais mais en fait, ils avaient plus de radis blanc Cocopelli. Donc je regarderai plus tard, j'en recommanderai plus tard. Donc voilà, le radis de printemps et d'automne. Donc là on a fait les radis. Ensuite, on va continuer sur les racines. Donc on a la carotte nantaise améliorée, carotte orange, qui est Docus carota. Cette variété ancienne produit des racines lisses, cylindriques et épaisses. Leur épiderme orange renferme peu de cœur. Elles sont de très bonne conservation hivernale. Si elles n'ont pas beaucoup de cœur, moi je leur en donnerai parce que j'en ai trop. Ensuite, on a la Cosmic Purple. Alors, on a un sachet de 4 grammes pour la carotte nantaise et on a un sachet de 1 gramme seulement pour la Cosmic Purple. Donc, qui est Docus carota aussi. Cette variété produit des racines violettes mesurant environ 15 cm de long. Leur chair orange offre une texture croquante ainsi qu'une saveur très parfumée. Et du coup, moi j'ai pris ça parce que je me suis dit, ah tiens, ça peut être marrant d'avoir de la carotte violette. Il y avait aussi je crois que c'est Purple Dragon, l'autre variété qui est en fait un dérivé de la Cosmic Purple. Alors au début je voulais prendre les deux, mais je me suis dit autant prendre la violette de base quoi. Et ensuite on a, pour finir sur les racines, on a la betterave violette. Donc après c'est pareil, il y a des betteraves rouges, des betteraves violettes. Son nom latin c'est Beta vulgaris. Et celle-là, c'est une variété très ancienne aussi, qui produit des racines cylindriques de 15 cm de long. L'épiderme est facile à peler et la chair offre une texture fine, ainsi qu'une saveur très sucrée. Voilà. Alors, il en reste plus beaucoup. Alors, le chou, j'en ai pris qu'un, tiens. Ah bah oui, parce que c'est pareil, il y a tellement de choux que... Alors moi je cherchais du chou blanc particulièrement, donc je sais pas si c'est celui-là. Celui-là c'est chou cabu vert, marché de Copenhague. Le chou c'est quoi déjà son nom latin? Je regarde. Ah, Brassica, mais oui, Brassicacée bien sûr. Brassica oleracea. Donc chou cabu vert. Cette variété ancienne produit des pommes compactes, fermes et denses, pouvant atteindre 20 cm de diamètre et peser jusqu'à 2 kg. T'imagines 2 kg? Tu te remplis 2 bouteilles d'eau de 1 litre et tu les portes et ça te fait ton chou de 2 kg. Elles sont enveloppées de feuilles vert clair. La variété est peu sensible à la montaison. La montaison, ça veut dire quoi? C'est monter en graines ou... Je sais pas ce que ça veut dire montaison. Vas-y, on va la regarder vite fait. La montaison, c'est la migration de certains poissons qui remontent les cours d'eau pour aller frayer. La montaison des saumons ou des anguilles. Ah, alors la montaison en botanique.
La montaison est un stade dans le cycle annuel d'une graminée. C'est un processus d'allongement des espaces entre nœuds quand une plante herbacée monte en graines. D'accord. Alors je sais pas ce que ça veut dire peu sensible à la montaison en fait. Je verrai bien quand je les ferai pousser. Ensuite. Eh ben on va rester sur les légumes. Donc on a deux variétés de courges. La courge Maxima Gold Nugget. Alors là c'est pareil, hein, pépite d'or quoi. Qui est Cucurbita Maxima. On nous dit cette variété buissonnante et compacte offre de 3 à 5 fruits orange, parfois un peu rayés de vert, dont la chair jaune-orange est d'excellente qualité. Donc en fait c'est plus du potiron que de la courge. Donc voilà, ça m'intéresse, donc j'en ai pris. On a la courge Pepo Montana Jack qui est aussi orange. Voilà, qui produit des fruits orange ronds et fermes pouvant atteindre 7 kg quand même. Et là c'est Cucurbita Pepo, donc la courge Pepo. Ah oui, alors l'autre il nous dit pas le poids des fruits, mais il me semble qu'ils sont plus petits en fait. Alors que ceux-là ils peuvent atteindre 7 kg. T'imagines une courge de 7 kg mon gars. Tu te vois trimballer ta barquette de courge de 7 kilos, t'en as 15 comme ça jusqu'au marché, 7 x 15. T'as 70 kilos dans ta cagette. Et puis ensuite on va finir avec les pastèques. Donc la pastèque à confiture à graines rouges. Qui est Citrullus lanatus. On nous dit cette très ancienne variété de pastèque est traditionnellement utilisée pour les confitures. Donc je me suis dit en fait ce qui est pas mal c'est que si elle a une chair qui est tendre et qui est de ce genre là en fait, eh ben on peut la manger directement et assez facilement. Tandis que la pastèque Sugar Baby, qui est Citrullus lanatus aussi, on nous dit cette variété produit plusieurs fruits ronds de 15 à 20 cm de diamètre, pesant jusqu'à 4 kg. Leur épiderme vert presque noir est très épais. Leur chair rouge orangée offre une texture ferme ainsi qu'une excellente saveur sucrée. Donc je pourrais faire deux variétés de pastèques. Et puis bah voilà. Donc je rappelle que le sachet de graines est à 3,40 €. Donc moi j'en ai eu pour 108,13 € exactement. Parce que 108... pour les gnostiques, les francs-maçons, les soufis, tous ceux qui cherchent un petit peu en ésotérisme, ils vont comprendre que le 108, c'est aussi très dit dans le taoïsme. Voilà, le 108 est une forme numérologique en fait. Donc en numérologie, on part du principe que les nombres en fait sont porteurs d'une énergie, comme dans la Kabbale juive. De toute façon, tout se rejoint. Comme dans la Kabbale juive et particulièrement dans la discipline qui se nomme la gématrie, où en fait, on part du principe que les nombres, aussi bien les chiffres que les nombres, en fait, sont porteurs d'énergie. Par exemple, tout le monde connaît le chiffre 7. Le chiffre 7 avec le jackpot du casino où on a les 3 7. Ou le nombre 666, malheureusement, qui est très diabolisé par la religion chrétienne à tort, parce qu'en fait, le 666, c'est un nombre d'hommes, c'est aussi un nombre d'amour inconditionnel, enfin, c'est plein de choses. Après, je vais pas vous faire un cours sur la numérologie, mais bon, voilà. Donc 108,13 €. C'est pareil, le chiffre 13, c'est le Christ et les 12 apôtres. Ou alors les 12 constellations du zodiaque plus le soleil. Donc voilà. Moi j'aime bien, si vous voulez, la matière plus l'esprit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Que vous aurez appris des choses et puis qu'éventuellement ça va vous motiver à soutenir Cocopelli en achetant vos graines chez eux. Et puis à contribuer en fait à la biodiversité et comment dire ça,
Et plus largement, en fait, pas seulement par les graines, mais par le partage, la bienveillance et tout ça, en fait, à la progression du vivant, en fait. Hein. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand elle sera et je sais pas sur quoi elle sera parce que moi ça bouge énormément et puis j'ai beaucoup de travail là avec les rosiers, les figues, les... C'est pareil, moi aussi je fais mes graines, hein, donc bah moi j'ai envie de vous dire prenez-en de la graine. Prenez-en de la graine. Allez, salut. Ouais, bah du coup j'ai fini un peu vite la vidéo et je voulais juste vous dire que ouais, le Conseil constitutionnel il nous retire soi-disant l'autorisation d'exploiter, de vendre les semences paysannes, parce qu'en fait en interdisant la vente ils interdisent son expansion. Mais l'autorisation c'est à nous de la prendre. On s'en bat les couilles du Conseil constitutionnel, on s'en bat les couilles de l'État. Ce système c'est de la merde, il est voué à s'autodétruire. Maintenant faut se poser la question, est-ce que on veut être détruit avec ce système ou est-ce qu'on en sort pour survivre? Je vous donne pas la réponse parce que je laisse chacun se poser la question. Si vous voulez comprendre un peu en profondeur la notion de désobéissance civile, il y a déjà le mot désobéissance. De mon point de vue, une action de désobéissance civile, c'est une action non violente. En mars 1930, Gandhi est le premier grand leader historique à appliquer ce principe de désobéissance civile. Si la notion a été encore plus connue en Occident, c'est surtout à travers le combat de Martin Luther King. Désobéir a toujours été un don naturel. Si les lois par la route de mes choix, je creuse un tunnel. Quand on me dit non, j'entends toujours vas-y à fond. C'est pas que je suis con, mais c'est que j'aime mes opinions. Si je n'ai à personne, c'est moi-même et ma propre gueule. Plus de temps en temps, c'est bon de foutre le sport. Désobéissant, être bête de méchant. Mais dans ce pays, c'est tentant de secouer les champs, ouais. Écrivant mon mécontentement sur les murs de la ville. Écriant ou le scandant, armé d'un microfilm. J'ai pas vraiment de solution, mais j'ai pas l'intention de la faire. Mais mettre un coup de pompe au cul à la source, c'est au moins la faire avancer. Cet activisme écologique, des méthodes et des actions illégales qui paraissent souvent spontanées mais qui sont finalement toujours très organisées. Et vous allez voir, c'est surprenant, un collectif, les désobéissants, propose même des stages. Désobéir, ça fait bien longtemps que j'en ai fait mon symbole. Depuis tout petit, j'ai jamais accepté de rentrer dans l'ordre. J'ai toujours voulu être à part, apprendre à penser par moi-même. Quitte à m'attirer des problèmes, quitte à hisser mon propre problème. J'ai grandi entouré par ceux qui font peur, qui passent pour des fous. J'y ai appris la tolérance, chez nous on en a rien à foutre. Moi j'aime la différence, l'uniformité me fout les bouts. Je teste l'indifférence, le mépris pour ceux qui ont pris les coups. Réunir les plus téméraires, s'organiser, devenir solidaire. Instigateur de révolte populaire, désobéissants, 100% j'en suis fier. Chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir afin de pouvoir se défendre, avant de finir par se faire asservir. Désobéir, s'affranchir d'un système bancal et de règles qui fonctionnent mal. Désobéir pour réagir, désobéir pour résister. Désobéir et réfléchir, désobéir, s'opposer.
j'en suis fier. J'en suis